Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du bout. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi, c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte, fondatrice de la marque de lingerie inclusive Edgeway. Après une longue et riche carrière internationale dans le secteur de la lingerie, Bénédicte nous raconte comment elle a lancé sa marque et comment elle organise son quotidien d'entrepreneur. Elle partage avec nous sa vision de la féminité et ce qu'elle souhaite apporter et transmettre avec Edgeway. À la fin de cette belle conversation, Bénédicte nous partage son meilleur conseil pour se lancer et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute! Bonjour Bénédicte, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Claire, merci beaucoup pour ton invitation. Moi aussi je suis ravie d'être avec toi et vraiment j'avais hâte d'avoir cette conversation avec toi. Alors voilà, donc je suis Bénédicte, j'ai 44 ans et j'ai fait une carrière de styliste, principalement dans la lingerie. J'ai fait une école de mode avec une spécialisation de lingerie. C'est là où je suis tombée amoureuse de la lingerie. Et voilà, après j'ai fait une carrière en France et pas mal à l'étranger. J'ai vécu 8 ans à Hong Kong et 4 ans à New York. Et donc quand j'étais à Hong Kong, j'ai bossé pour des usines, en fait, des usines de lingerie. Donc j'ai une longue expérience de la lingerie et des différents aspects, on va dire, du business, d'un côté de la marque et aussi du côté de la production, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, j'imagine que tu as dû voir ce secteur-là évoluer au fil de ta carrière. Tu vas nous raconter, mais ça doit être quelque chose de très intéressant, je pense. Ouais. Oui, ça a beaucoup changé effectivement et on discutait, mais c'est exactement ça. J'ai vu aussi des choses évoluer et ça m'a posé beaucoup de questions en tant que femme, voilà, sur par rapport à l'industrie, bien sûr, par rapport à l'environnement, enfin sur vraiment différents aspects. Est-ce que tu peux me dire comment tu vas en cette période? Je sais que c'est une période particulière. En plus, toi, tu lances ta marque. J'imagine que voilà, ça ne doit pas forcément être évident à gérer. Écoute, ça va, ça a été compliqué. La situation a un peu changé mon planning d'origine, tu vois. Et il faut s'adapter. Oui, bien sûr. En même temps, c'est un peu de toute façon dans l'entrepreneuriat, s'adapter, c'est quelque chose C'est le qui jeu. est nécessaire. Voilà, c'est le jeu Ouais, c'est ça. en permanence. Donc cette période-là, elle exacerbe, enfin elle pousse encore plus à s'adapter et à aussi vivre avec l'incertitude en fait. C'est s'habituer à l'incertitude parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas quelles vont être les nouvelles restrictions, les nouvelles libertés, ouais. enfin, les libertés retrouvées et tout ce qui peut se passer, quoi. Donc c'est vrai que globalement, je me sens assez chanceuse de la façon dont je vis la situation actuelle, en fait, même si ça a impacté mon business. Personnellement, je me sens quand même très chanceuse. Je suis contente pour toi. En tout cas, c'est formateur. On ne pourra pas dire le contraire. Ouais, voilà. Ça, c'est le côté positif. De toute façon, on en tire toujours du positif. Donc, ouais. Est-ce que tu peux me dire si tu es quelqu'un de plutôt speed ou slow? Alors, un peu des deux. Enfin, ou beaucoup des deux, on va dire. Ma perception des choses, j'aime bien, moi, c'est toujours la qualité plutôt que la quantité. Par exemple, j'ai beaucoup voyagé et ça a toujours été slow. Moi, j'aime passer du temps dans un endroit, découvrir. Je préfère passer une semaine dans la même ville et découvrir différents endroits que de changer tous les soirs de ville. J'aime prendre le temps. Et j'en ai besoin, parce que je suis aussi une personnalité assez sensible. Donc, quand j'ai trop de choses, en fait, je passe en mode... je suis vite débordée en fait, donc j'ai besoin de me retrouver aussi toute seule par exemple. Je vois ce que tu veux donc dire. j'ai besoin de ces moments slow et en même temps dans mon cerveau
c'est l'hyperactivité. C'est hyper speed. Et donc des fois, je pars et je fais les choses et là, je suis en mode speed et je vois enfin, des fois, ça marche et puis souvent, ça marche pas non plus, tu vois, où je vais commencer ma journée et puis j'ai pas pris le temps de me poser avant de partir et puis j'enchaîne et quand je bosse, que ce soit au bureau ou tu vois, où j'étais dans un coworking, c'est assez difficile pour moi, par exemple, de faire des pauses et de me dire, ben, tiens, je m'arrête, il fait beau, je vais aller faire le tour du pâté de maison ou prendre un moment au soleil. C'est vrai qu'une fois que je commence, Oui. voilà. Donc c'est les deux. Ma philosophie de vie, c'est le slow. Oui. Après, j'ai une tendance à aller vers le speed que j'ai. Forcément, c'est ton activité et puis en fait, tu t'adaptes et tu t'écoutes aussi. Ouais. Si tu arrives à trouver ton équilibre, c'est le principal. C'est pas toujours évident, mais c'est Non. l'objectif. Je me doute. Je me doute. Est-ce que tu peux me dire ce que signifie jouer, donc le nom de ta marque, et comment tu t'es lancée? Donc, et jouer, ça vient du vieux français. Bon, c'est un mot qui n'est plus utilisé, mais qui veut dire épanoui. Donc, bon, l'écriture n'est pas la même, mais c'est un peu un jeu de mots, parce que vraiment, moi, l'idée et on va dire le cœur du projet, c'est d'accompagner les femmes dans leur bien-être au quotidien, et donc à être épanouies. Et donc, le projet, en fait... Donc, comme je te disais, en fait, j'ai travaillé longtemps pour des usines. Et à un moment donné, en fait, je m'y retrouvais plus. En fait, je me sentais décalée entre les acheteurs avec qui je travaillais, avec la production en Chine, de voir tout ce qui se passait là-bas. Enfin, d'ailleurs, c'était pas que en Chine, mais de voir comment ça se passait. Et mes valeurs personnelles sur justement la consommation, sur la femme, sur l'environnement, tout ça. En fait, alors j'aimais mon travail, j'adore la lingerie, je suis vraiment une amoureuse de la lingerie et j'aime toutes les lingeries, mais je m'y retrouvais plus. Et en parallèle de ça, ben, petit à petit, en fait, moi j'ai longtemps porté des soutiens-gorge avec armature, même des soutiens-gorge légèrement rembourrés, histoire de donner une forme. À l'époque, j'aurais dit une jolie forme, tu vois, à mes seins. Et puis en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était un conditionnement en fait, et qu'en fait, c'était pas confortable pour moi. Donc, j'ai recherché des soutiens-gorge sans armature qui soient confortables, parce qu'en plus, j'ai une peau hypersensible. Et en fait, je trouvais pas ce qui m'allait. Et je me suis dit, en fait, l'idée germait comme ça. En fait, je trouvais pas ce dont j'avais besoin. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, et en fait, je me suis rendu compte que ça résonnait en fait avec. Oui. Un certain nombre de femmes. En plus, il y a quand même eu un mouvement... alors, au tout début du projet, c'était encore frémissant, mais sur ce retour sur des formes sans armature. Et ça a été... l'idée a germé comme ça. Et puis, petit à petit, alors j'avais fait une formation de styliste modéliste. Donc, en fait, c'est moi qui ai fait les premiers échantillons, où c'était un peu du recherche et développement, tu vois, d'essayer de trouver les formes qui allaient bien. Après, je suis pas du tout une modéliste professionnelle. C'est quelque chose... la lingerie, en fait, c'est extrêmement technique. Même sur des produits simples comme ça reste quand même technique. C'est pas... c'est un peu plus simple de faire des t-shirts. Oui, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est c'est compliqué. Juste... Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai fait les premiers développements et en parallèle, ben, j'ai cherché les fournisseurs de tissus, l'usine, le développement. Je travaillais sur le positionnement de la marque, enfin tout après ce qui va dans le développement d'une marque. Voilà, en gros les étapes. Et donc après, dans mon business plan, c'était en fait de lancer avec une campagne de crowdfunding pour pouvoir en fait financer la première production. Maintenant, j'en suis au stade où j'ai reçu ma première production et j'ai envoyé mes premières commandes, en fait, les commandes de la campagne. Je passe dans la phase d'après de tout gérer ce qui suit, quoi. Voilà un peu le... Écoute, félicitations. Merci. Vraiment félicitations parce que c'est vrai que ça part souvent en fait d'un besoin. C'est quand tu ne trouves pas toi ce qui te correspond et qui résonne à tes valeurs. Donc c'est un beau projet, un très beau projet. Tu as du coup lancé cette marque de lingerie à jouer et des bons basiques confortables pour que toutes les femmes puissent se sentir épanouies dans leur corps et dans leur individualité. Est-ce que justement tu peux nous dire quelle est ta vision de la féminité et de la beauté du corps de la femme? Alors merci pour cette question parce que justement c'est un peu le cœur du projet parce que alors, j'adore la lingerie, hein. Voilà, c'est quelque chose qui
qui me fait vibrer, mais en fait le cœur du projet pour moi c'est la femme, et en fait de mon vécu en tant que femme, d'avoir vu, je passais la journée à regarder des femmes en soutien-gorge, si tu veux, sur des images photoshopées, des filles qui étaient super minces, qui sont dans les 1%, enfin il y en a peut-être un peu plus que ça, mais tu vois de corps Ouais, de la réalité, ouais, finalement. Qui ont été mis sur un piédestal, tu vois, et de dire, non, moi mon corps il a jamais été comme ça, mes seins ne sont pas comme ça. On est tellement conditionné en tant que femme sur à quoi on doit ressembler, comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc pendant longtemps, moi j'ai porté des soutiens-gorge à armature rembourrés pour donner une forme à mes seins. Et à un moment donné, voilà, je me suis dit qu'en fait, c'était pas confortable et qu'en fait, c'était juste un conditionnement, quoi. Et donc vraiment de me dire, mais toutes les poitrines sont ok, en fait. Et il y a quasiment, en fait, une forme de poitrine par femme. En fait. Et tu vois, j'en ai vu des poitrines dans ma vie et oui. tu vois, des essayages, etc. Et en fait, tu te rends compte, il y a vraiment plein de formes de poitrine et évidemment plein de formes de corps. Et en plus, une femme dans sa vie de femme, enfin, une personne dans sa vie, son corps va changer. Et la poitrine, alors... avec l'âge, avec si tu as des enfants, s'il y a des prises de poids ou des pertes de poids. Il y a plein de choses qui font... Ta poitrine peut changer juste pendant ton cycle, en fait. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui évolue. Et on ne communique pas là-dessus, en plus. On ne communique pas assez là-dessus. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut être perturbant de voir son corps changer, de voir sa poitrine changer, parce que ça, j'ai discuté, tu vois, j'ai fait des interviews quand j'ai développé le projet avec des femmes qui ont eu des enfants, et justement, leur poitrine qui change et s'habituer aussi à un nouveau corps, et le rapport à leur corps change. Et donc, pour moi, ce qui était... Alors, quand je parle de la féminité au naturel, en fait, c'est de dire, tous les corps sont ok, toutes les poitrines sont ok, et en fait, il n'y a pas besoin de les remettre en forme. Après... C'est très bien aussi, hein, et je ne suis pas contre le port de dire il faut absolument arrêter les armatures, il faut arrêter de porter des soutiens-gorge rembourrés. Chacun fait ce qui lui plaît, mais c'est de dire il y a aussi d'autres alternatives, et de dire est-ce que c'est un choix qui est conscient ou est-ce que c'est un choix conditionné, et en fait pour moi c'était un choix complètement conditionné, c'était pas un choix conscient de me dire et quand j'ai commencé à me poser la question, c'est là où je me suis rendu compte. Pourquoi je le fais, finalement. Ouais. Pourquoi je le fais, voilà. Et après, c'est aussi un chemin de vie de se poser des questions et de prendre conscience de non-conditionnement. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on en a tellement, en fait, qui sont ancrées depuis le départ, qu'en fait, de se poser toutes ces questions-là, c'est pas évident. Et je continue à me rendre compte de nouveaux conditionnements, de réactions, ou de croyances, ou même... ça peut être des jugements que je peux avoir par rapport en fait à un conditionnement. Voilà, c'était l'idée de proposer de la lingerie, c'est sans rembourrage, sans armature, et de présenter aussi, tu vois, dans l'image de la marque, tous les corps, tu vois, de la manière la plus naturelle possible. Voilà, et de dire, alors... J'adore la photo aussi, bon, j'aime, tu vois, mais c'était donc des très belles photos de lingerie, je trouve, enfin, tu vois, des photos très artistiques de lingerie, je trouve ça très beau aussi. Là, c'était de me dire, j'ai envie de présenter autre chose, parce qu'en fait, on voit souvent justement des images qui sont très travaillées, et j'avais envie de présenter la femme naturelle, en fait. Et tu vois, donc toutes les mannequins sur le photoshoot, c'est que des mannequins non professionnels, c'est des personnes que je connais, ou des personnes qui ont répondu à un casting sauvage, tu vois, sur un groupe Facebook. D'accord, ok. De dire, c'est des corps, j'allais dire des vrais corps, mais en fait, les mannequins aussi, elles ont des vrais corps. Mais voilà, c'est de montrer la diversité des corps aussi, et de dire, c'est ok, et... Bien sûr. Et c'est des photos qui ne sont pas retouchées. Voilà, et de montrer aussi ce côté naturel dans l'attitude aussi. Parce que c'est ce que j'ai envie de partager avec la marque. C'est quelque chose de... dans les valeurs de la marque, c'est ce côté un peu spontané, naturel. Oui, c'est vraiment... Voilà. Finalement, c'est quand même une responsabilité ce qu'on transmet par la publicité, donc c'est je trouve tellement important de montrer que non, que la réalité elle c'est pas ce qu'on voit dans les magazines, mais bien le corps de votre tante, de votre meilleure amie, et c'est ça qui m'a de suite marquée chez Jouer, c'est que j'ai senti que voilà, c'est une marque inclusive et qui on se sent de suite concerné, on se reconnaît en fait dans ce que tu transmets. Ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que c'était vraiment l'objectif de dire... et c'est pas en opposition à autre chose, tu vois. Bien sûr. Parce qu'en fait, tout est ok, tu vois. Enfin, c'est de dire de proposer autre chose, parce que je vois aussi juste là,
je pars aussi de moi, tu vois, et j'avais des problèmes d'image de moi, tu vois, quand j'étais ado et plus tard, tu vois, et de travailler dans la lingerie, je disais, de voir ces filles Et oui, c'est sûr que ça, tu vois, va avec pas ces être corps évident. qui sont définis comme étant le standard, tu vois, ou la perfection. Moi, j'ai jamais fité là. Je veux dire, la dernière fois que je faisais un 36, je pense que j'avais 12 ans, tu vois, Donc après, il y a des filles qui font, enfin, j'ai des copines qui font du 36 naturellement, tu vois, c'est pas ça. C'est de dire qu'en fait, Ah, il y a toutes les morphologies, il en faut bien pour sûr. tout le monde et qu'en fait, de présenter. Alors pendant longtemps, c'était dans les magazines. Aujourd'hui, maintenant, t'as Instagram qui a un peu pris la relève de ces photos retouchées maintenant avec tout ce qui est les filtres, etc. Et puis, je veux dire, t'as une façon de prendre les photos qui fait que tu vas être Plus avantagé. plus avantagé. Donc, c'est ça, il y a un peu, c'est normal de vouloir se mettre à son avantage et en même temps ça déforme un peu la réalité. Et effectivement, tu vois, je me suis pas dit que j'étais responsable, tu vois, de ce mot que tu as employé, et je pense qu'effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire ben voilà, moi ce que j'ai envie de mettre, d'apporter dans ma petite contribution pour accompagner les femmes dans leur quotidien, c'est aussi présenter différents corps pour soulager, de dire, ben, en fait, c'est normal tout ça, et je suis pas la seule à le faire, et c'est un mouvement qui se développe, et tu vois, j'ai beaucoup travaillé avec les États-Unis, et j'ai vu eux le faire avant la France, tu vois, la France, on a un côté beaucoup plus... On est retardataire un petit peu pour certaines choses, oui. Ouais, tu vois, mais un côté classique et conservateur presque, enfin, mais conservateur dans le sens où en fait, bon, voilà, il y a certaines règles, genre de bien vivre, on fait les choses d'une manière et pas d'une autre, etc. Et qui fait qu'en France, sur certains trucs, ouais, on est un... Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en retard? Mais qu'effectivement, par rapport à d'autres pays, oui, aussi, on est un peu en retard, quoi. Donc, j'ai vu tout ça se passer aux États-Unis. Et en France, bon, ça émerge et c'est en train de changer. Et je trouve ça super parce que je pense que c'est nécessaire. Il y a encore un long chemin oui. assez court mais à en tout faire. cas, on voit Ouais. que c'est en train de changer. Et justement, je trouve qu'avec une marque comme la tienne, qui ont cette approche-là, vous faites quand même de la transmission pour sortir de justement de ce conditionnement qui fait que ça modifie notre image. Et on est du coup pas bienveillante envers soi-même, puisqu'on va nous montrer uniquement toutes ces femmes parfaites, et même à travers le regard des hommes, qui est parfois un petit peu intolérant, parce qu'on croit que avant la grossesse, après la grossesse, pardon, tu vas retrouver le même corps que ce que tu avais avant, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça, et ça se sait pas, on le dit pas, on le montre pas. Oui, maintenant, ça commence, mais c'est tellement important parce que ça amène vers l'amour de soi. Oui, ça complètement. Et tu vois, ce matin, un conte que j'aime beaucoup, là, Yasmine de Ellie Killeuse, je ne sais pas si tu la connais. Non. Et elle parle beaucoup du body positive, etc. Au départ, elle était dans le fitting et puis elle a évolué vers ça et elle a eu un bébé récemment. Et elle a fait un post sur ça en disant qu'elle avait une amie qui l'a harcelée, à qui critiquait son corps, ce qu'elle faisait, etc. Et elle dit, cette amie, c'était moi. Comment je me suis harcelée pendant toutes ces années à dire que j'étais pas assez mince, pas assez intelligente, pas assez... Tous ces trucs-là. Et effectivement, on est dans une société, dans une culture qui peut être très très insécurisante. Alors avant, c'était plus les magazines, mais aujourd'hui, la télévision, le cinéma, etc. Et aujourd'hui, c'est rajouté à ça tout ce qui est réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup d'expositions et puis tout ce qui est filtre, etc. Une façon de présenter une vie ou une silhouette parfaite, enfin parfaite, encore une fois, tout est subjectif. Bien sûr. Effectivement, qui peut, que ce soit les troubles alimentaires et que sur les jeunes, là, il y a des études qui ont été faites sur l'impact des réseaux sociaux, c'est quand même assez dramatique. Oui. Et justement, ce que tu disais sur la perception de soi, sur l'amour de soi, que ce soit dans l'image, parce qu'on n'a pas le corps qu'on voit. Oui, exactement. Après, en tout cas, c'est très important. Donc, c'est ce que tu souhaitais transmettre, mais parmi tes valeurs, il y a également l'impact écologique, comme tu m'en parlais un peu plus tôt dans l'émission. Est-ce que tu peux m'expliquer ces choix que tu as fait pour justement participer à réduire l'impact écologique de ta marque ? Oui, alors ça, c'est une autre valeur qui est hyper importante pour moi, où comme je te disais, dans mon ancien job, il y a un moment donné, je m'y retrouvais plus. Parce qu'un des premiers trucs, c'est que bon,
Maintenant, je pense que il y a beaucoup de gens qui savent, parce qu'on en parle beaucoup, que l'industrie textile, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. Mais un des problèmes principaux de ça va être la fast fashion. Et en fait, la surproduction, en fait. Il y a tellement de choses. Pour moi, un des premiers... Enfin, en même temps, je dis premier, non. Il y a eu plusieurs aspects par rapport justement à ce côté écologie. C'est de dire, on sort du modèle fast fashion. Donc là, quand tu me demandais slow speed, là, moi, c'est slow. On fait des intemporels, c'est pas des collections. On va pas pousser à la consommation. L'idée, c'est de faire des produits de qualité que tu gardes et que tu changes pas tous les jours, en fait. T'as pas besoin d'avoir 50 soutiens-gorge et en fait voilà et avec des collections qui sont en permanence renouvelées, ce qui fait que tu as beaucoup de déchets en fait parce que tout ce qui est invendu en fait ça part pendant longtemps il est brûlé, maintenant c'est interdit, mais des choses comme ça en fait. Et donc de commencer sur le business model, me dire comment limiter ça, clairement c'est de partir sur des intemporels, pas avoir ces problèmes de surproduction. Et après évidemment c'était vraiment là concrètement alors ça a été une réflexion qui a été longue, mais de dire de partir sur des matières en fait d'origine naturelle, éco-certifiées. Tu vois, je me suis posé la question d'aller sur des dentelles en plastique recyclé. Bon, pour l'instant, voilà, c'est des questions de savoir, mais aujourd'hui, c'était de partir sur des matières d'origine naturelle. Donc là, j'ai commencé avec du coton bio. Voilà, après, là, il y a d'autres matières et d'autres textiles d'origine naturelle, que ce soit le lin ou à partir de fibres de bois, tu vois, tout ce qui est tencel, lyocell, etc. Voilà, pour moi c'était aussi, parce qu'il y a l'aspect écologie, mais c'est aussi un peu l'écologie humaine en fait, et de dire, pour la santé quand même, de porter des produits, des matières naturelles, c'est quand même mieux. Et après, l'autre point par rapport à l'écologie, c'est d'essayer de faire le plus local possible. Donc tu vois, avec la production qui est en Europe, le fournisseur, l'usine elle est au Portugal, le fournisseur tissu il est aussi au Portugal, de limiter en fait tout ça, d'éviter de faire des allers-retours à l'autre bout du monde. Ouais. Avec l'autre bout du monde. Après, je veux dire, en fait, quand j'ai commencé, j'ai lu énormément de choses, je me suis beaucoup renseignée, et c'est compliqué en fait de se positionner, parce qu'en fait, il y a plein de critères par rapport à l'écologie. Et en fait, sur chaque critère, il y a un curseur de où est-ce que tu le mets. Et de dire, c'est vrai que moi, tu vois, mon objectif à long terme, c'est de dire, je fais le soutien-gorge en matière d'origine naturelle éco-certifié le plus confortable au monde. Et d'être dans un système au maximum d'économie circulaire. Tu vois, aujourd'hui, j'y suis pas encore, mais c'est vrai que c'est des étapes de me dire comment on va vers de plus en plus d'être plus responsable au niveau de l'environnement, parce qu'il y a aussi par exemple dans le choix des packaging, je reste sur on utilise le plastique le moins possible, donc sur des packaging en carton. Et après voilà, il y a plein de questions, et après évidemment l'écologie c'est aussi au cœur, enfin moi dans mes valeurs personnelles, donc c'est de faire attention sur le business, de choisir au maximum d'éviter le plastique partout, le recyclage, de faire attention dans la consommation de manière générale, dans le choix des fournisseurs, enfin ce genre de choses. Oui, t'as adopté vraiment t'as réfléchi ça dans sa globalité, et c'est vrai que ça, de toute manière ça peut toujours évoluer, et je sais plus quelle marque le disait, mais on peut pas être partout justement sur ce combat-là, et le mieux que tu puisses faire, c'est justement de faire au mieux avec les solutions que toi tu as trouvées, et c'est déjà très très bien. Ouais, c'est exactement ça en fait. Parce qu'au début, j'avais réfléchi à tout et je me suis dit, mais je vais jamais lancer en fait. Et je vais sortir un produit qui a 200 €, tu vois, pour avoir le truc parfait, etc. Et en fait, me dire, là je commence, et tu vois, comme on parlait d'inclusivité, là les premiers photoshoots, ça pourrait être encore plus inclusif, et j'ai envie de faire d'autres choses au niveau de l'image. Il faut commencer quelque part en fait, voilà, et de me dire, je sais, enfin j'ai une ligne rouge par rapport à vers où je veux aller par rapport au niveau d'éco-responsabilité, au niveau de l'inclusivité, etc. Et après, c'est de faire pas à pas, tu vois, là, de me dire aussi, voilà, un jour, l'objectif, c'est de faire les soutiens-gorge les plus confortables, tu vois. On n'y est pas encore, mais c'est des pas, tu vois, c'est des étapes, quoi. Bien sûr, en tout cas, ouais, tu le transmets bien. Comment gères-tu ton quotidien d'entrepreneur ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ?
Alors, est-ce que je le gère? Ça a beaucoup évolué en fait. Et c'est en fait vraiment quelque chose qui a changé pour moi. Je sais plus si c'était un podcast ou un article que j'ai lu d'un conseil pour les entrepreneurs qui disait en fait, tu es salarié de ta propre entreprise. Donc en fait, il faut bosser comme un salarié. Parce que moi, au départ, j'étais là, bah, c'est super, je suis entrepreneur, je suis flexible, etc. Et vraiment, là où ça a changé, c'est quand je me suis dit ça et j'ai commencé à me poser des horaires, en fait, à me dire, dans les périodes hyper chargées, je prends pas de rendez-vous personnel pendant la semaine. Et dans les périodes où c'est un peu plus cool, je m'autorise un ou deux rendez-vous perso dans la semaine. Mais sinon, je bosse quand même avec plus ou moins des horaires de bureau, en fait, pour me donner un cadre, tu vois. Et donc, j'étais pas mal dans un coworking, parce qu'aussi, je préfère travailler à l'extérieur. Et c'est plus stimulant quand même. Ouais. Et puis juste sortir du cadre, en fait, parce que chez moi, c'est pas très grand, tu vois, j'ai pas une pièce à part qui est mon bureau pour aussi bien séparer les choses quand même. Tu vois, là, en ce moment, avec la production, chez moi, c'est un petit peu Le bazar. le bazar. Mais bon, j'emménage cette semaine dans un bureau. Donc voilà, après chaque jour est différent en fait. Je me fais des petites listes. Il y a des jours où j'ai plein de petits trucs à faire. Et puis il y a des jours, j'ai travaillé sur un objectif. Des fois, j'ai des gros objectifs. Donc ça aussi, avec le temps, j'ai arrêté de me mettre la pression et j'ai un gros objectif par jour. Et puis, je vois où je vais. En fait, quand j'ai trop de choses, je me sens débordée. Donc, en fait, moi, je suis la reine des listes. Donc, tu vois, je fais mes listes un peu pour la semaine. Et après, tu vois, tous les jours, sur mon agenda, en fait, je me mets qu'est-ce que j'ai à faire. Juste le sortir de ma tête et m'organiser un petit peu en me disant, mais j'ai ça à faire. Et puis voilà, en fait. Mais chaque jour est un peu différent. Et puis, il y a toujours des imprévus. Oui. Donc, le truc aussi, c'est que je sais qu'il faut être flexible au niveau du temps. Je ne peux pas avoir un agenda qui est plein. Parce que sinon, je me sentirais débordée et qu'en fait, il y a toujours des imprévus. Donc, on peut pas. Il faut avoir de la marge parce que quelque chose peut prendre plus de temps, il va y avoir une urgence ou. Enfin, voilà quoi. Ok. En gros, ça. Voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est être flexible, apprendre à gérer les imprévus et pour ça, tu t'organises au mieux finalement la semaine avec ces to-do list et je trouve ça intéressant ton approche de se considérer salarié en fait de sa propre boîte pour avoir ce cadre-là parce qu'on peut vite se perdre en fait et se retrouver à travailler beaucoup trop, s'épuiser. Donc, c'est un très très bon conseil. Ouais. Moi, ça a vraiment changé la donne parce que c'était, tu vois, je me disais, ah bah, c'est cool, je peux voir des gens, etc. Et puis après, en fait, non, j'ai pas le temps. Ou alors, effectivement, il y a un moment donné, j'avais plus de soirées, plus de week-ends. Et de dire, en fait, ça marche pas non plus. Il faut trouver le juste milieu, se donner l'autorisation et tu vois c'est vrai que un coworking ou là le bureau ça va être encore mieux de me dire bah après je rentre chez moi et j'essaye de pas travailler quand je rentre chez moi ou de me donner des week-ends et de pas me dire ah bah il faut que je fasse ça ce week-end parce qu'en fait même si c'est bosser 2 heures ou 3 heures enfin ça va être en tout cas pour moi hein, par rapport à mes besoins bah, c'est pas une vraie coupure en fait si je me dis je dois bosser quelques heures alors après si j'ai besoin de bosser quelques heures je le fais mais d'essayer en fait de créer un cadre où il y a la partie boulot et puis la partie perso. Bien sûr. Voilà. Bah oui. Ouais. C'est important de conserver son équilibre. Si tu devais donner justement un conseil à tous ceux qui veulent lancer leur projet, ça serait quoi? Alors je dirais il faut être bien entouré. En fait, il y a plein de... Tout le monde peut y arriver si l'envie est là. Et aujourd'hui, il y a plein de formations même gratuites. Moi, j'ai été accompagnée en fait parce qu'il y a des bases quand même à savoir et à réfléchir. Alors, quelqu'un qui sort d'école de commerce aura peut-être eu ces bases à l'école, tu vois. Moi, j'étais incubée par La Ruche, leur programme Les Audacieuses. Et avant, j'avais fait aussi les premières Nouvelle-Aquitaine, un de leurs starters, où en fait, tu vois toutes les bases, parce qu'il y a quand même des questions à se poser pour avoir des bonnes bases, en fait. Bien et c'est sûr. important. Et après, parce qu'on va faire plein d'erreurs, et on apprend au fur et à mesure, etc. Mais c'est bien d'être entouré en fait. Il y a plein alors le mot m'échappe là, d'informations qui sont disponibles de formation. Alors, alors si on préfère, il y a des podcasts, il y a des chaînes YouTube ou des choses. Moi, j'aime bien le vivant. Alors, depuis un an, c'est un peu plus compliqué, mais tu vois, d'être sur place. Parce qu'en fait, vraiment, c'est important d'être entouré. Et tu vois, moi, après, je suis très bien entourée. Ma famille T'as été soutenue me soutient beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment de la chance. Ça a toujours été comme ça toute ma vie. Hein. Donc, dans ce projet-là, ils ont continué à me soutenir. Mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup... Enfin, ils me soutiennent beaucoup. Et j'ai un réseau d'entrepreneurs, en fait, sur Bordeaux aussi, qui aujourd'hui...
m'aide beaucoup parce que sur des discussions, sur parler, enfin, c'est hyper important ça. Il faut pas rester seul en fait. Voilà, c'est bien s'entourer et que c'est vraiment possible pour... Enfin, si on a l'envie, c'est possible. Juste de pas faire les choses seul en fait. Bien sûr. On peut avoir... Ça peut être... voilà. Et j'en profite justement pour dire que certaines de ces formations justement starter ou pour lancer son entreprise sont financées par le CPF. Voilà, on n'y pense pas toujours, mais en tant que par exemple ancien salarié, si on lance son business, il faut se renseigner parce que ça existe. Oui, tout à fait, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans ce début d'aventure ? Alors moi, ça a été les retours. En fait, tu vois, au début, les premières discussions, quand je parlais du projet, que les personnes adhéraient, et tu vois, quand j'ai fait 2 séances de shooting, et au premier shooting, il y avait une des mannequins. C'est un peu plus tard, elle m'a fait un commentaire en me disant « Oh, mais... depuis que j'ai porté tes modèles et que voilà d'avoir porté des soutiens-gorge comme ça, confort, sans armature, sans rembourrage, elle me dit mais j'ai plus envie de porter mes vieux soutiens-gorge. Et tu vois, elle avait commandé quelque chose pour la campagne et c'était ça. Elle me disait mais j'attendais ma commande et ça, tu vois, ça m'a fait tellement plaisir. Je fais pas du prosélytisme, je suis pas là pour dire faut arrêter de porter des armatures et du rembourrage, même si il y a un aspect santé qui peut rentrer en compte, en plus, de dire que c'est pas super bon pour la santé. On n'a pas trop parlé parce qu'en même temps j'aime pas être c'est pas pessimiste, mais bon voilà, c'est vrai qu'il y a un aspect quand même santé par rapport à tout ça. Et tu vois, c'est ce retour-là, ça fait super plaisir. Ou après, quand j'ai commencé le premier photoshoot, où il y a des femmes qui me disent mais ça fait du bien de voir des femmes comme nous. Tu vois, je me dis mais c'est ça, tu vois. Et quand j'ai des feedbacks, tu vois, sur les produits, en me disant mais c'est super confort, je me dis c'est cool, tu vois. Et j'ai eu aussi des feedbacks de personnes avec qui j'ai eu des discussions, tu vois, un peu plus poussées, et qui m'ont dit ça m'a ouvert à une réflexion, j'ai réfléchi, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées. Voilà, c'est planter une graine, même si c'était pas mon objectif en fait, tu vois, de me dire que ça puisse contribuer d'une manière ou une autre, parce qu'en fait c'était, voilà, pour moi la lingerie, même si j'adore ça, c'était pas, tu vois, c'était pas mon fantasme d'étudiante dans la mode d'avoir ma propre marque. J'avais il y en avait dans l'école, dans ma classe, qui c'était leur envie. Moi, ça n'a jamais été mon truc parce que j'aime bouger, j'ai changé, tu vois, j'ai une carrière où j'ai pas mal bougé. Oui, c'est venu plus tard. Là, donc c'était pas, tu vois, c'est pas parce que j'avais envie de monter ma marque. C'était en fait de créer le business qui sera porté par mes valeurs. Donc je puisse créer le boulot de mes rêves en fait quelque part. Parce que ce que je disais, j'aimais mon boulot, mais c'est juste qu'au niveau des valeurs, je m'y retrouvais plus. Et donc voilà, et quand je vois que ça parle aux gens, pour moi, c'est à chaque fois, c'est genre champagne, tu vois, je me dis, tu vois, quelque part, c'est un succès pour moi, déjà rien que ça, même si, alors évidemment, j'ai de l'ambition pour ce projet-là, si tu veux, mais déjà, en fait, c'est déjà un succès pour moi, tu vois. Je trouve ça très beau. Par rapport à ces retours, et quand tu vois, quand tu m'as contactée, ça m'a fait super plaisir, tu vois, et ce que tu me dis là, de me dire, ok, ça parle à des gens, et en fait, c'est ça que je voulais. C'est une petite contribution, si tu veux, mais voilà, d'apporter quelque chose, quoi. Et ça moi c'est ce qui me nourrit, tu vois, et cette conversation qu'on a, c'est quelque chose qui me nourrit aussi, j'adore en parler. Ça se sent, et je te rassure, ça me nourrit aussi beaucoup, et je l'ai senti de suite chez toi. Je me répète, mais tu le transmets beaucoup dans ta marque, vraiment, et en plus ce besoin auquel répond Et Jouer, il s'accentue avec cette année particulière qu'on vit, parce que avec le confinement, on s'est aperçu que la vie sans soutien-gorge, c'était quand même formidable. Enfin, sans ces soutiens-gorge à l'ancienne qui sont très, très oppressants, qui respectent pas justement les lignes naturelles du corps. Et c'est en ça qu'une marque comme la tienne répond. Et je trouve ça, tu vois, ça accentuera cette envie de se sentir vraiment bien dans ses sous-vêtements. Et toi, tu l'as ressenti même avant le confinement. C'est vrai que parfois on avance, toi tu as eu cette prise de conscience, mais tout le monde encore ne l'a pas. Et ce confinement a renforcé ça, je trouve. Cette envie, quand on reprend une vie, tu vois, les coupures qu'on a eues de mini-semblants de vie, où on s'est remis, on s'est dit, oh là là, mais il me sert ce soutien-gorge, c'est vraiment hyper désagréable.
Et tu remets ça en question, tu te dis, oh, ben non, et finalement, tu te rabats sur les soutiens-gorge que tu as les plus confortables. Et je trouve ça vraiment important. En tout cas, moi, quand j'ai voulu t'inviter, c'était vraiment parce que je voulais absolument partager le message que la femme, elle est pas comme on nous la montre encore beaucoup trop aujourd'hui. Enfin, je trouve ça hyper important ce que tu fais et merci en fait de montrer que la femme, enfin, de montrer une image de la femme inclusive en tout cas et respectueuse et naturelle. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander quelle est pour toi ta définition de faire le beau? Alors le beau, alors pour moi le beau c'est hyper important dans ma vie. Ça fait partie des choses qui me nourrissent en fait, dont j'ai besoin. Et pour moi en fait le beau, alors parce que le beau c'est ultra subjectif, on a chacun ce qui est le beau pour nous est différent, mais pour moi en fait c'est un besoin d'harmonie en fait autour de moi. Donc ça va être dans les images, dans les couleurs, dans les formes. Il faut que ce soit, il faut qu'il y ait un équilibre et une harmonie. Et c'est quelque chose qui est... Oui, tu vois, sur le shooting photo, l'idée c'était de montrer, enfin, d'avoir des photos, des belles photos. Tu vois, il y a un mouvement aux États-Unis, en Angleterre, alors ça vient un petit peu en France, mais tu vois, il y a des choses qui sont très brutes. C'est assez. Alors là, pour le coup, c'est engagé, voire militant, tu vois, d'avoir des photos qui soient vraiment brutes. Mais moi, c'était de dire. C'est une autre forme de beau, mais tu vois, d'avoir des photos qui soient. Des belles photos. Alors les filles sont naturelles, j'avais pas de coiffeur, pas de maquilleur, enfin tu vois, c'est complètement naturel. Et en même temps, elles sont quand même sublimées, tu vois. Et en fait, voilà, pour moi, c'est une question de beaucoup d'harmonie, en fait. J'ai besoin que les choses soient bien agencées, voilà. Oui, je vois. Une harmonie et un équilibre. Ok, super, merci. On va terminer par un portrait chinois. Si je te dis un paysage. Un paysage, une forêt. Un objet indispensable. Un carnet de notes. Ta plus grande qualité. Je dirais ma curiosité. Très joli. Une mauvaise habitude. Alors je m'éparpille beaucoup. C'est vraiment terrible. J'ai pas encore... voilà. Je distrais très facilement. Il y a quelque chose qui brille et mon attention, elle est ailleurs. Je vois tout à fait. Je suis un peu comme toi. Une matière. Une matière, le bois. Un film. Un film. T'as marqué particulièrement plu. Alors récemment, ça va être... Parce que en fait, je change beaucoup. Le dernier film qui m'a beaucoup marqué, qui est vraiment resté longtemps avec moi, c'est Call Me By Your Name. Je l'ai vu. Call Me By My Name. Non, Call Me By Your Name. Your Name. Et ce film, il m'a vraiment... déjà, esthétiquement, tu vois, ça me parlait. Et puis, il m'a vraiment beaucoup marqué. Il y avait quelque chose de très beau. Ok, merci. Ta Madeleine de Proust. Alors, ma Madeleine de Proust. Alors, moi, ça va être de la nourriture. Ma grand-mère, elle faisait des confitures à la framboise, avec les framboises ramassées du jardin. Et ça reste tout ce qui est... Ouais, les confitures framboises fait maison. Ça fait vraiment des trucs... c'est tout de suite... ça appelle à la nostalgie de l'enfance. Un mantra qui t'aide au quotidien. Alors moi, le mantra, c'était mes parents, c'était un peu ça, c'était Carpe Diem. Et en fait, ça m'est resté. Et tu vois, après, j'ai lu, quand j'ai lu Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, j'ai mieux compris, en fait, le Carpe Diem. Mais c'est ça, en fait, et c'est ce que j'essaye de faire aussi, d'être dans le moment présent. Alors, c'est un objectif. Hein. Je ne suis pas toujours, tu vois, mais d'y revenir et au maximum, c'est ça, tu vois. Et c'est la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'on vit en ce moment. C'est encore plus, on est tellement en permanence dans l'incertitude que ça nous rappelle encore plus qu'en fait, il n'y a que le moment présent, il n'y a que ce qui est, puisqu'on ne sait même pas ce qui va se passer demain. Et alors, dans 15 jours, dans un mois, l'année prochaine, on n'a aucune idée où on sera, tu vois. Donc, c'est tellement imprévisible qu'en fait,
voilà, il n'y a que le moment présent. Et en fait, quand on est dans le moment présent, les choses n'ont pas le même impact en fait, que si on est dans le passé ou si on est en train de se projeter dans le futur. Exactement, c'est une très belle réponse. Et je te poserai une dernière question. Qui aimerais-tu que j'invite sur ce podcast ? Alors ça, il y a tellement de gens. Alors, il y a une des mannequins aussi qui a posé pour moi, qui s'appelle Laure Daudier, et j'ai fait une petite interview que j'ai pas encore publiée sur le site parce que je l'ai pas mis en forme, mais elle est dans le marketing et la communication, et donc elle a lancé un compte Instagram qui s'appelle Ma Slow Boîte, justement, où elle parle du slow business, et c'est très intéressant. Et c'est surtout ce qui m'a passionnée en discutant avec elle, c'est qu'avec son compagnon, elle a lancé aussi une plateforme qui s'appelle Junkie Daily, qui parle en fait de la médecine chinoise, parce que son compagnon est praticien en médecine chinoise et en massage shiatsu. Et en fait, comment la médecine chinoise peut nous aider au quotidien en fait, à mieux se comprendre et avec ça de plus équilibrer notre vie, en fait, de savoir ce qu'on peut faire, les moments. Et c'est vraiment passionnant en fait. Et vraiment, je sais que on a parlé rapidement quand je l'ai interviewée pour... Et je me dis, j'aimerais tellement refaire une interview avec elle juste de parler de ça, parce que c'était vraiment passionnant. Et sur le compte, là, Junkie Daily, je trouve ça vraiment passionnant. Génial. Ça a l'air hyper intéressant, et en plus c'est un sujet qui me passionne, donc tu vois, j'irai voir de quoi il s'agit. Écoute Bénédicte, je me suis régalée, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi, et tu sais que ça me tenait à cœur, parce que je veux vraiment que ces dictates-là de la beauté féminine soit plus proche de la réalité, et du coup en parler c'est indispensable, transmettre c'est indispensable. Alors merci beaucoup pour ce que tu fais, et je souhaite une longue vie à Ejoé. Merci beaucoup, et merci à toi pour l'invitation, vraiment ravie d'avoir cette discussion avec toi et de voir ton enthousiasme, et que je te dis, ça me nourrit tellement en fait, ces conversations, et de pouvoir partager D'ailleurs, c'est peut-être un des conseils que je pourrais donner, enfin, tu vois, parce que vraiment, moi, c'est ce qui aussi fait qui me donne envie de continuer à avancer dans les moments difficiles, tu vois, c'est quand tu vois le feedback des gens, ou chaque fois que j'ai une conversation comme ça avec quelqu'un comme toi, ça me... Je suis là, allez, c'est bon, on y va, on continue, tu vois, ça me motive, tu vois, c'est super intéressant d'avoir un peu de retour, enfin c'est super. Donc merci beaucoup pour ton invitation et pour ce bon moment. Eh bien écoute, je suis ravie, merci encore, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. J'espère que cette conversation vous a plu, qu'elle a été source d'inspiration et de motivation pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, prenez bien soin de vous.